Ceci est Zanzibar. Sable blanc, eau turquoise, boutre glissant sur l'horizon au coucher du soleil. L'île que des milliers de Français imaginent chaque année comme le décor d'une nouvelle vie, loin de tout, quelque part entre l'Afrique et le rêve. C'est l'image que l'on vend, c'est aussi une image vraie. Mais presque personne ne connaît l'histoire qui se cache derrière ce sable. Car Zanzibar n'a pas toujours été une carte postale. Cet archipel minuscule au large de la Tanzanie fut un jour la capitale d'un empire des épices, le siège d'un sultanat venu d'Oman à des milliers de kilomètres de là, et l'un des plus grands marchés aux esclaves de l'histoire de l'humanité. Il fut aussi le théâtre de la guerre la plus courte jamais enregistrée, à peine 38 minutes de canon. Puis, quelques décennies plus tard, d'une révolution si brutale qu'elle chassa de l'île la famille d'un jeune garçon nommé Farrokh Bulsara, qui deviendrait un jour Freddie Mercury. Comment un si petit territoire a-t-il pu porter autant d'histoires? Et surtout, comment vit-on aujourd'hui sur cette île quand plus d'1 million de touristes y séjournent chaque année dans des resorts à $200 la nuit, tandis qu'une grande partie de ses habitants survit avec moins de $2 par jour? Avant d'aller plus loin, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous en ce moment. Avez-vous déjà rêvé de Zanzibar sans en connaître vraiment l'histoire? Installez-vous confortablement et laissez-nous vous raconter l'histoire méconnue de cette île qui n'est ni tout à fait un pays, ni tout à fait la Tanzanie. Une île où le paradis existe réellement, sable fin, épices, musique et sourire compris. Mais où l'histoire, elle aussi, est bien réelle. Une histoire d'empire, de sultans, d'esclaves, de guerres éclairs et de révolutions. Une histoire que les brochures touristiques ne racontent jamais, mais que Zanzibar porte encore, silencieusement, sous chacun de ses toits de corail. Zanzibar n'est pas une seule île, mais tout un archipel, dispersé entre 25 et 50 km au large de la côte est-africaine. 2 terres principales dominent cet ensemble, Unguja, que l'on appelle simplement Zanzibar dans le langage courant, et Pemba, sa voisine plus au nord. Autour d'elle flotte une cinquantaine d'îlots plus modestes, presque invisibles sur une carte, mais bien réels pour ceux qui naviguent entre leurs rivages. Unguja s'étire sur environ 85 km du nord au sud, une terre plate, presque entièrement basse, où le point culminant dépasse à peine 120 mètres d'altitude. Rien ici ne rivalise avec des montagnes ou des reliefs spectaculaires. La beauté de Zanzibar ne vient pas de sa hauteur, mais de ses horizons, ses plages de sable si blancs qu'ils semblent presque irréels, ces eaux si transparentes que l'on distingue les coraux à plusieurs mètres de profondeur. C'est cette image que le monde connaît. Des plantations d'épices qui parfument encore l'air, girofle, muscade, cannelle, un héritage vivant que l'on visite aujourd'hui comme une promenade sensorielle. Un nom resté dans les mémoires collectives bien au-delà de ses côtes, l'île aux épices. Au cœur de cette carte postale se trouve Stone Town, la vieille ville historique de Zanzibar. Classée au patrimoine mondial de l'humanité, elle raconte à elle seule des siècles de croisements culturels. Ses portes de bois sculptées avec une minutie que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, ses bâtiments construits en pierre de corail, ses ruelles si étroites et si enchevêtrées qu'un visiteur peut s'y perdre en quelques minutes à peine. Et parmi les détails que peu de voyageurs connaissent en posant le pied sur cette île, il y en a un qui surprend presque toujours. C'est ici, dans une modeste maison de Stone Town, qu'est né un enfant du nom de Farrokh Bulsara. Le monde le connaîtra plus tard sous un autre nom, Freddie Mercury. Aujourd'hui, cette image de paradis attire plus d'1 million de visiteurs chaque année. Des resorts au prix pouvant atteindre $200 la nuit bordent certaines plages, offrant piscines à débordement et vues imprenables sur l'océan Indien. Pour beaucoup de voyageurs venus d'Europe, Zanzibar est simplement synonyme d'évasion, de lune de miel, de recommencement. Et cette image n'est pas fausse. Le sable existe, la mer existe, la beauté existe réellement sous vos yeux. Mais ce que la plupart des visiteurs ne savent pas, en s'installant sur leur transat face à l'océan,
c'est que cette île a porté un tout autre visage bien avant de devenir une destination de rêve. Un visage beaucoup plus ancien, beaucoup plus complexe et beaucoup moins tranquille que ne le laissent croire les brochures. Pour comprendre Zanzibar, il faut remonter bien avant les sultans, bien avant les empires, jusqu'au premier pas de l'homme sur ces terres isolées au milieu de l'océan Indien. Les preuves archéologiques suggèrent une présence humaine remontant à au moins 20 000 ans, avec des communautés de chasseurs-cueilleurs utilisant des outils de pierre. Puis, vers le premier millénaire avant notre ère, des peuples bantous venus du continent africain s'installent sur ces îles, portés par des embarcations légères à travers un bras de mer qui, aujourd'hui encore, sépare Zanzibar de la côte tanzanienne. Ils y fondent des communautés de pêcheurs et d'agriculteurs, les premiers véritables habitants de ce territoire. Mais ce qui transforme véritablement Zanzibar, ce n'est pas seulement l'arrivée de ces premiers peuples. C'est sa position, presque providentielle, au cœur de l'océan Indien occidental. Grâce au vent de mousson, favorable à la navigation dès les premiers siècles de notre ère, des routes commerciales se dessinent le long de la côte est africaine. Des marchands venus d'Arabie, de Perse, d'Inde empruntent ces routes, s'arrêtent sur ces rivages et repartent chargés de marchandises précieuses. De ce commerce naît un échange bien plus profond qu'un simple passage de denrées. Des poteries chinoises datant de la dynastie Ming ont été retrouvées sur l'île, témoins silencieux d'un réseau maritime qui reliait Zanzibar jusqu'aux confins de la Chine impériale. Un fragment de porcelaine, posé sur le sable il y a plusieurs siècles, suffit aujourd'hui à raconter l'ampleur insoupçonnée de ces connexions. C'est de ce brassage constant que naît la civilisation swahili, une culture afro-arabe unique, forgée par des siècles de rencontres entre l'Afrique, l'Arabie et la Perse. La langue swahili elle-même porte la mémoire de cette histoire, une base bantoue enrichie de vocabulaire arabe, puis plus tard persan, portugais et européen. Chaque mot devient une trace, chaque expression un souvenir de ceux qui sont passés par ces côtes. Même le nom de l'archipel garde cette empreinte. Zanzibar viendrait d'un mot persan signifiant « la côte des Noirs », un nom donné par les marchands qui naviguaient déjà ces eaux au Moyen-Âge et repris plus tard par les commerçants arabes qui s'y installèrent à leur tour. Ce carrefour de peuples et de cultures fait de Zanzibar une terre rare, un lieu où l'Afrique et l'Asie se mêlent depuis plus de 1000 ans sans jamais totalement se confondre. Mais cette position exceptionnelle a un prix. Une richesse aussi visible ne pouvait rester longtemps ignorée du reste du monde. Et bientôt, ce ne sont plus seulement des marchands qui viendront frapper aux portes de Zanzibar, mais des empires entiers, prêts à s'en emparer. Le premier empire à poser véritablement la main sur Zanzibar vient d'Europe. En 1498, Vasco de Gama fait escale sur ses côtes lors de son voyage vers l'Inde. Quelques années plus tard, en 1503, les Portugais prennent officiellement le contrôle de l'île, intégrant Zanzibar à leur vaste empire maritime. Pourtant, leur domination reste étonnamment discrète. Un navire britannique accostant sur l'île en 1591 n'y trouve ni fort ni garnison. Les Portugais installent un simple comptoir commercial et laissent le sultan local gouverner, à condition qu'il paie tribut et ouvre le port aux navires étrangers. Mais cette présence portugaise, presque silencieuse, ne dure pas éternellement. En 1698, à l'invitation même des marchands locaux, excédés par la domination européenne, le sultanat d'Oman étend son contrôle sur Zanzibar et chasse définitivement les Portugais de l'île. Ce basculement change tout. Sous l'autorité omanaise, Zanzibar ne devient pas seulement une possession lointaine, elle devient le centre battant d'un empire commercial. Le sol de l'île se révèle extraordinairement fertile pour la culture des épices, en particulier le clou de girofle, mais aussi la muscade et la cannelle. Très vite, l'île gagne un surnom qui traversera les siècles, l'île aux épices, un nom qui attire marchands d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie, tous venus chercher cet or parfumé qui ne pousse nulle part ailleurs avec une telle abondance. En 1832, selon certaines sources, ou en 1840 selon d'autres, le sultan Saïd Ben Sultan prend une décision qui scelle le destin de l'île.
Il déplace la capitale même de son sultanat depuis Mascate, sur les côtes d'Oman, jusqu'à Stone Town, sur l'île de Zanzibar. Un empire tout entier, avec son pouvoir politique et économique, se retrouve désormais concentré sur cette bande de terre au milieu de l'océan Indien. Les Arabes dominent rapidement l'élite politique et marchande de l'île, tandis que des négociants indiens s'installent à leur tour, spécialisés dans le commerce et l'administration. Mais la mort du sultan, en 1856, ouvre une période de tension entre ses fils, chacun revendiquant l'héritage du pouvoir. Le royaume, autrefois uni, finit par se scinder. Le sultanat de Zanzibar devient alors une entité distincte et indépendante du sultanat d'Oman, avec à sa tête Majid bin Saïd, premier véritable sultan de Zanzibar. Ainsi naît un empire des épices en plein cœur de l'océan Indien, prospère, raffiné, admiré par les puissances du monde entier. Ses palais s'élèvent, ses marchés débordent de richesses, ses ports accueillent des navires venus de tous les continents. Mais cette prospérité, aussi éclatante soit-elle, repose sur des fondations bien plus sombres que ne le laissent croire les récits flatteurs de l'époque. Car derrière chaque sac de girofle exporté vers l'Europe se cache une réalité que l'histoire officielle a longtemps préféré taire. Il faut le dire simplement, sans détour, car c'est une vérité que Zanzibar porte encore aujourd'hui dans ses pierres. Cette île, aujourd'hui vantée pour ses plages et ses couchers de soleil, fut l'un des plus grands marchés aux esclaves de toute l'histoire de l'humanité. Le mécanisme était d'une froideur implacable. Des hommes et des femmes, capturés à l'intérieur du continent africain, parfois à des centaines de kilomètres des côtes, étaient rassemblés en longues caravanes et marchaient jusqu'au littoral. Certaines de ces expéditions traversaient le lac Tanganyika et poussaient jusqu'au Congo pour capturer davantage de prisonniers. De là, ils étaient acheminés vers Zanzibar, dernier point de transit avant d'être vendus vers le Moyen-Orient, le Golfe Persique, l'Inde et parfois bien au-delà. Les chiffres, quand on les pose côte à côte, donnent le vertige. Entre 1830 et 1873, environ 700 000 esclaves furent vendus sur le seul marché de Zanzibar. À certaines périodes, notamment vers 1850, ce sont 14 000 à 15 000 Africains par an qui empruntaient cette route sans retour. La plupart étaient destinés aux plantations de girofle et de noix de coco de l'île elle-même, où leur travail forcé nourrissait directement cette prospérité tant admirée par les visiteurs étrangers. D'autres étaient revendus comme domestiques ou embarqués vers des terres plus lointaines encore. Ainsi, la richesse des épices et la traite des esclaves n'étaient pas deux histoires séparées. Elles étaient les deux faces d'une même pièce, le même empire, la même prospérité, construite sur le dos de ceux qui n'avaient jamais choisi d'y participer. Ce n'est qu'au XIXe siècle, sous la pression grandissante du Royaume-Uni, que les choses commencent à changer. Des traités se succèdent, des embargos sont imposés, et un consul britannique du nom de John Kirk joue un rôle déterminant dans ce long combat diplomatique. En 1873, sous la contrainte, le sultan Bargash signe enfin un traité mettant officiellement fin au commerce des esclaves à Zanzibar. Mais l'abolition réelle prendra encore des années à s'imposer pleinement, le commerce clandestin persistant longtemps dans l'ombre. Sur l'emplacement même de l'ancien marché aux esclaves de Stone Town, une cathédrale anglicane fut construite, comme pour recouvrir symboliquement cette page de l'histoire d'un nouveau chapitre. Aujourd'hui encore, ce lieu se visite, silencieux, chargé de mémoire, rappelant à chaque voyageur ce que ces pierres ont vu passer. Mais alors que Zanzibar commençait tout juste à tourner la page de l'esclavage, une autre force se préparait à frapper à ses portes. Les grandes puissances européennes, lancées dans la conquête de l'Afrique, avaient désormais les yeux tournés vers cette île stratégique. Et cette fois, ce n'est plus le commerce qui allait décider du sort de Zanzibar, mais les canons. À la fin du XIXe siècle, l'Afrique tout entière devient l'enjeu d'une course effrénée entre puissances européennes. Le Royaume-Uni et l'Allemagne lorgnent tous deux la côte est africaine, et Zanzibar, malgré sa richesse et son prestige, ne fait plus le poids face à ses ambitions grandissantes.
En 1890, un accord scelle le destin de l'île sans même que ses habitants n'aient leur mot à dire. Le traité de Heligoland-Zanzibar échange 2 territoires entre puissances européennes. L'Allemagne récupère l'archipel de Heligoland en mer du Nord et en échange abandonne définitivement toute prétention sur Zanzibar, qui devient alors, presque malgré lui, un protectorat britannique. Ce basculement marque aussi la fin de la suprématie commerciale de l'île. Les Britanniques déplacent le grand centre marchand d'Afrique de l'Est vers Mombasa, privant Zanzibar de son rôle de plaque tournante régionale. Le sultan continue de régner, mais son pouvoir n'est plus qu'une façade, entièrement encadrée par la couronne britannique. Puis vient l'année 1896. Un sultan meurt sans laisser de successeur clairement désigné. Les Britanniques soutiennent la candidature de Hamoud bin Mohamed, mais un autre prétendant, Khalid bin Bargash, refuse de céder. Il s'installe dans le palais, rassemble une petite armée et défie ouvertement l'autorité britannique. Le 27 août 1896, un ultimatum est lancé. Khalid le rejette. À 9 h du matin, le lendemain, les navires britanniques ouvrent le feu sur le palais du sultan. Les combats sont brefs, violents, sans appel. En quelques minutes à peine, le palais est en ruine, les défenses balayées. Khalid prend la fuite et trouve refuge en exil, laissant place à Hamoud bin Mohamed, l'homme que les Britanniques avaient choisi depuis le début. Le conflit tout entier n'aura duré qu'environ 38 minutes. À ce jour, il reste inscrit dans l'histoire comme la guerre la plus courte jamais enregistrée sur Terre. Un règne de rébellion né et éteint en moins de temps qu'il n'en faut pour boire un café. Sous le nouveau sultan, l'esclavage est formellement aboli en 1897, mettant fin, sur le papier du moins, à des siècles de commerce humain. Mais la domination britannique, elle, informelle et pourtant bien réelle, continue de s'exercer sur Zanzibar jusqu'en 1963. L'île, autrefois capitale d'un empire des épices, n'est désormais plus qu'un protectorat parmi d'autres sur l'échiquier colonial britannique. Son indépendance, quand elle viendra enfin, des décennies plus tard, sera loin d'apporter la paix que beaucoup espéraient. Car une autre tempête, bien plus sanglante encore, se préparait déjà à l'horizon. Après la Seconde Guerre mondiale, un vent de changement souffle sur l'ensemble du continent africain et Zanzibar n'échappe pas à ce mouvement. Les autorités britanniques autorisent progressivement la création de partis politiques locaux, ouvrant la voie aux premières élections de 1957. Mais ce processus démocratique révèle rapidement une fracture bien plus profonde qu'un simple débat d'idées. 2 partis émergent, presque entièrement définis par des lignes ethniques. L'ASP, l'Afro-Shirazi Party, rassemble majoritairement la population d'origine africaine. Le ZNP, le Zanzibar Nationalist Party, s'appuie principalement sur la population d'origine arabe. Ce n'est plus seulement une compétition électorale, c'est une ligne de fracture identitaire qui traverse toute l'île. Les élections de 1961 dégénèrent en émeute raciale. La tension ne cesse de grandir, année après année, jusqu'à devenir explosive. Malgré tout, en décembre 1963, Zanzibar accède enfin à l'indépendance, sous la forme d'un sultanat. Un rêve porté depuis des décennies semble enfin se réaliser. Ce rêve ne durera qu'un mois. En janvier 1964, la révolution de Zanzibar éclate avec une brutalité que peu avaient anticipée. Le sultanat est renversé dans la violence. Des pogroms et des massacres frappent des milliers de personnes, en particulier au sein des communautés arabes et indiennes de l'île. En quelques jours à peine, l'ordre ancien s'effondre entièrement, remplacé par une république populaire à tendance marxiste, dirigée par ce qui deviendra le gouvernement révolutionnaire de Zanzibar. C'est au cœur de ce chaos que se joue une histoire plus intime, presque invisible dans les livres d'histoire officiels, mais qui résonnera un jour dans le monde entier. Parmi les familles contraintes de fuir précipitamment l'île, se trouve celle d'un jeune garçon né à Stone Town quelques années plus tôt, Farrokh Bulsara. Sa famille, comme tant d'autres, quitte Zanzibar pour ne jamais y revenir. Cet enfant grandira loin de son île natale, sous un autre nom que le monde entier connaîtra un jour, Freddie Mercury. Quelques mois plus tard, en avril 1964, Zanzibar s'unit au Tanganyika, indépendant depuis peu, pour former un seul et même pays. Ce nouveau nom naît d'un assemblage presque poétique, les premières lettres de Tanganyika, de Zanzibar,
et un simple suffixe ajouté à la fin. Ainsi naît la Tanzanie. Mais cette union n'efface pas l'identité de Zanzibar. L'île conserve un statut semi-autonome, son propre président, son propre gouvernement. Ni tout à fait un pays indépendant, ni totalement absorbé dans la nouvelle nation, Zanzibar entre alors dans une existence à part, suspendue entre deux mondes. Un équilibre fragile qui façonne encore aujourd'hui chaque aspect de la vie quotidienne sur l'archipel. Aujourd'hui, à Zanzibar, le muezzin rythme encore les journées bien plus fidèlement que n'importe quelle horloge. Près de 99% de la population pratique l'islam, contre environ 35% seulement sur le continent tanzanien. Un islam sunnite, conservateur, proche de celui pratiqué dans la péninsule arabique, la même d'où venait le sultanat d'Oman qui a dominé cette île pendant 2 siècles. L'histoire ici ne s'est jamais vraiment refermée. Elle continue de façonner les gestes, les prières et les habitudes de chaque jour. Mais toutes les îles de l'archipel ne vivent pas ce présent de la même manière. Pemba reste, de très loin, la plus conservatrice, tournée presque entièrement vers la culture du clou de girofle, vivant selon un mode de vie rural et traditionnel, presque indifférente aux quelques visiteurs qui s'aventurent sur ces terres. Unguja, elle, avance en équilibre précaire entre deux mondes, l'ouverture progressive apportée par des décennies de tourisme et la préservation de traditions profondément ancrées, en particulier concernant l'éducation et le travail des femmes. C'est précisément dans cet écart que se niche le grand paradoxe de Zanzibar aujourd'hui. Plus d'1 million de touristes viennent chaque année profiter de resorts dont certaines nuits atteignent $200, pendant qu'à quelques kilomètres à peine, dans les villages côtiers, le salaire médian déclaré tourne autour de $22 par mois. Les femmes cuisinent encore au feu de bois. Les enfants marchent parfois pieds nus jusqu'à l'école quand ils ont la chance d'y aller. L'électricité reste, pour beaucoup de foyers, un luxe inégal. L'éducation demeure le maillon le plus fragile de cette société. Officiellement gratuite et obligatoire, elle affiche des taux d'inscription impressionnants sur le papier, mais la réalité du terrain raconte une autre histoire, classes surpeuplées, écoles parfois situées à des kilomètres de marche, performances scolaires en retrait par rapport au reste du pays. L'inégalité entre filles et garçons reste marquée, l'âge légal du mariage étant fixé à 15 ans pour les filles contre 18 ans pour les garçons, une différence qui pèse lourdement sur la poursuite des études des jeunes filles. Et pourtant, au milieu de ces contrastes, une identité culturelle continue de vibrer, intacte. La musique tarabe, mélange unique de mélodies arabes, de rythmes africains et de poésie swahili, résonne encore lors de festivals comme Sotiz à Boussara. Le Mwaka Kogwa célèbre chaque année le Nouvel An Shirazi selon des traditions vieilles de plusieurs siècles. Le Festival international du film de Zanzibar attire des cinéastes venus de tout le continent et au-delà. Ainsi, Zanzibar aujourd'hui n'est pas une contradiction à résoudre, mais un équilibre à comprendre. Une île où la prière côtoie le tourisme de masse, où la pauvreté côtoie le luxe, où les traditions les plus anciennes continuent de vivre à quelques pas des piscines à débordement. Un équilibre fragile, hérité d'une histoire longue et mouvementée, et qui repose aujourd'hui encore sur des fondations politiques elles-mêmes incertaines. Politiquement, Zanzibar occupe une position que peu de territoires dans le monde connaissent. L'île dispose de son propre président, de son propre gouvernement, le gouvernement révolutionnaire de Zanzibar. Mais les grands ministères, la défense, l'intérieur, les affaires étrangères, restent entièrement entre les mains du pouvoir central tanzanien. Ni tout à fait un pays, ni tout à fait une simple région, Zanzibar avance dans cette zone grise depuis maintenant plus de 60 ans. Cette autonomie, aussi précieuse soit-elle, reste fragile. À l'approche des élections de 2015, la tension est montée d'un cran, jusqu'à l'annulation pure et simple du scrutin,
provoquant d'importantes manifestations et des affrontements avec les forces de l'ordre. Plus de 200 blessés, une centaine d'arrestations au sein de l'opposition. Depuis, un accord de gouvernement d'union nationale, réunissant le parti historiquement au pouvoir et son principal rival, a permis de retrouver un calme relatif, sans pour autant effacer complètement les tensions sous-jacentes. À ces défis politiques s'ajoutent des limites bien plus concrètes, celle d'une île qui, malgré toute sa richesse touristique, reste une île. Une grande partie des biens de consommation doit être importée. Maintenant, le coût de la vie élevé pour une population aux revenus pourtant modestes. L'espace disponible reste limité, contraignant chaque projet de développement à composer avec un territoire qui ne s'étendra jamais. Et comme toute île basse posée au milieu de l'océan Indien, Zanzibar doit désormais composer avec une menace grandissante, celle de la montée des eaux et des changements climatiques. Un danger silencieux qui plane sur ses côtes les plus vulnérables. Pourtant, au milieu de ces incertitudes, une part d'espoir subsiste. Le singe colobe rouge, que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, continue de peupler les forêts de l'île. Les récifs coralliens de la baie de Menai et de l'atoll de Mnemba restent protégés par des efforts de conservation grandissants, preuve qu'une partie de cette biodiversité unique peut encore être préservée. Zanzibar avance ainsi, en équilibre permanent entre son passé impérial et son présent fragile, entre son statut politique incertain et sa beauté naturelle intacte. Une île qui n'a jamais choisi la facilité, mais qui, malgré tout, continue d'exister, fidèle à elle-même. Au terme de ce voyage, il est difficile de regarder Zanzibar de la même manière. Ce qui n'était au premier regard qu'une plage de sable blanc et une eau turquoise se révèle être bien plus, le souvenir d'un empire des épices, la mémoire d'un sultanat venu d'Oman, la trace silencieuse de l'un des plus grands marchés aux esclaves de l'histoire humaine, l'écho d'une guerre éteinte en 38 minutes, et la cicatrice encore visible d'une révolution qui chassa de l'île la famille d'un enfant nommé Farrokh Bulsara. Aujourd'hui, cette histoire continue de vivre dans le présent de l'île, dans ce grand paradoxe qui résume Zanzibar mieux que n'importe quel autre mot. Plus d'1 million de visiteurs chaque année, attirés par un rêve de paradis, tandis qu'à quelques kilomètres de leur resort, une grande partie des habitants continuent de vivre avec presque rien, sur une terre semi-autonome, suspendue entre deux identités, ni tout à fait un pays, ni tout à fait la Tanzanie. Mais pour ceux qui sont nés ici, Zanzibar n'a jamais été une carte postale. C'est une langue transmise depuis des siècles, une foi qui rythme chaque journée, une musique qui mêle l'Afrique et l'Arabie, une mémoire familiale parfois marquée par l'exil, et malgré tout, un attachement profond à cette terre que rien n'a jamais réussi à effacer. Le paradis existe à Zanzibar. Le sable, la mer, la lumière du soir sur les boutres, tout cela est bien réel. Mais son histoire aussi est réelle, tout aussi indissociable de cette île que ses plages les plus célèbres. Notre voyage à travers Zanzibar s'achève ici. Merci d'avoir pris le temps de découvrir cette île aux 1000 visages avec nous. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer avec nous les lieux les plus extraordinaires de notre monde.